Europolmer, pôle de recherche d'excellence, regroupe 15 organismes bretons de haut niveau et met l'accent sur l'interdisciplinarité et la recherche sur des thèmes émergents. Europolmer a pour principal objectif d'augmenter et d'améliorer la visibilité de la recherche française dans le domaine de la mer et du littoral au niveau national, européen et international. L'océan a très longtemps été considéré comme un long fleuve tranquille. En cette fin de XXe siècle, notre vision de la planète bleue change. La navette STS-41 décolle. À son bord, l'astronaute et océanographe Paul Scully Power. Pour la première fois, il photographie des tourbillons en spirale à la surface des océans. Pendant les 8 jours de vol, il en observera 13. Depuis, les satellites ont pris le relais et les systèmes de mesure à la mer se sont multipliés. L'océan austral commence tout juste à livrer ses secrets et l'on appréhende mieux son rôle primordial dans la circulation thermohaline. Toutes ces observations font apparaître des océans beaucoup plus turbulents qu'on ne le pensait. Il est aujourd'hui essentiel de mieux connaître ces processus en les regardant à des échelles bien plus petites. C'est un des axes de recherche soutenus par Europolmer. L'observation de l'océan a pour but la collecte de données à des échelles qui se complètent. Les satellites nous renseignent sur l'élévation du niveau de la mer, les températures de surface et la couleur de l'eau pour ce qui relève de la biologie. Toutes ces données ont une résolution horizontale de l'ordre du kilomètre. On obtient une vision synoptique à grande échelle et journalière. Mais l'océan est opaque au rayonnement électromagnétique, ce qui limite les observations satellitaires à sa surface. Pour étudier sa structure verticale, on utilise des engins tractés ou autonomes, des bouées dérivantes et des gliders. Ils mesurent la fluorescence, la température ou encore la salinité. D'autres résultats beaucoup plus précis sont obtenus lors de campagnes à la mer et viennent compléter cet éventail de données. Cette vision verticale reste ponctuelle. Pour essayer de reconstruire en fait toute l'histoire à partir de ces différents types d'observations, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup de la modélisation numérique pour en fait extrapoler toutes ces données dans un champ, enfin pour reconstruire en fait une vision complètement 4D, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps, de l'évolution du système et du système couplé entre la physique du système, donc les courants, les températures, et la biologie du système, le phytoplancton, la pompe biologique, le carbone. Les équations sont posées par tranches dans une grille d'observation donnée. Dans les modèles, si l'on veut résoudre correctement les sub-méso-échelles, il faut avoir une résolution numérique de l'ordre du kilomètre. Ce maillage peut paraître grand, mais son application à l'ensemble des océans nécessite des calculs monstrueux. Donc on a beaucoup travaillé avec le Japon. À l'époque, vous avez les calculateurs les plus puissants du monde. Et maintenant, on commence à avoir en Europe les moyens de calcul suffisants pour faire ce genre d'études. Les courants, jusqu'alors considérés comme continus, se sont révélés très instables. Leur turbulence génère des tourbillons. C'est l'équivalent des cyclones et anticyclones dans l'atmosphère. Sauf que dans l'océan, en fait, ces cyclones et anticyclones sont beaucoup plus petits que ceux qu'on a dans l'atmosphère. Ils ont un diamètre qui font à peu près 100 km de diamètre. Ils ont une profondeur qui fait, disons, 1 km. C'est quand même une grosse portion de l'océan. Et il y en a beaucoup plus, du fait de leur petite taille, il y a beaucoup plus de cyclones et d'anticyclones dans l'océan qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc en fait, l'océan, c'est un océan de cyclones et d'anticyclones et c'est un fluide qui est extrêmement turbulent. Ces tourbillons vont interagir les uns avec les autres et produire des structures encore plus petites, les filaments.
Et ces filaments, c'est des structures qui sont plus grandes que les cyclones en taille. Ça peut faire 300, 400, 500 km de long, qui sont par contre très fins, qui peuvent faire 10, 20 km de large seulement, mais qui sont très importants parce qu'ils sont associés à des mouvements verticaux intenses entre l'océan de surface et l'océan de subsurface. Et donc, via ces filaments, en fait, on va avoir des échanges verticaux intenses. Ces turbulences impactent directement la pompe biologique de dioxyde de carbone. En effet, la production photosynthétique à l'origine de cette pompe n'est possible que dans la couche de surface où pénètre la lumière. Mais en général, cette couche est pauvre en matière nutritive. Or, les structures à méso- et sub-méso-échelle génèrent des mouvements verticaux, ascendants et descendants. Ils favorisent d'une part la remontée des éléments nutritifs abondants dans l'océan profond et contribuent à l'enrichissement de la couche de surface. D'autre part, ils aident également au transfert de la matière particulière vers les eaux profondes. Et ces tourbillons et ces filaments vont également disperser en fait horizontalement le phytoplancton et éventuellement mélanger des populations de phytoplancton qui sont dans des régions différentes. Ces turbulences vont aussi avoir des impacts sur les interactions océan-atmosphère et donc sur la pompe physique. On sait que ces interactions océan-atmosphère sont affectées par la température de surface de la mer et en particulier par les anomalies de température de surface de la mer, en sens que quand on a une anomalie chaude, on peut avoir une sorte de convection dans l'atmosphère qui provoque des mouvements qui alimentent les dépressions, les anticyclones atmosphériques, etc. Ce que l'on a découvert récemment, c'est que la dynamique de l'atmosphère ne réagit pas seulement aux anomalies de température, mais également aux gradients de température. Ce qui veut dire que si ces anomalies sont très éloignées, pour le même type de différence d'anomalies, ce gradient sera faible. Si ces anomalies sont très rapprochées, pour le même type de différence d'anomalies, ce gradient sera très fort. Dans les anciens modèles numériques, du fait de la très faible résolution, les anomalies apparaissaient séparées par de grandes distances. En améliorant la résolution, c'est-à-dire en passant de l'échelle des tourbillons, la méso-échelle, à celle des filaments, la sub-méso-échelle, on s'est rendu compte que les anomalies étaient en fait beaucoup plus proches. On en a donc déduit que les vitesses verticales étaient plus importantes. Quand on prend en compte ces gradients de température à petite échelle, de nouveau, on augmente la vitesse verticale, cette fois dans l'atmosphère, par un facteur 2. Et tout cela, ça alimente toutes les dépressions anticyclones dans l'atmosphère. Mais toutes ces turbulences n'ont pas encore été observées directement sur le terrain, ou plus précisément en mer. Pour l'instant, on a quelques observations ponctuelles en situ dans l'océan, on a quelques images satellites, on a des modèles qui sont plutôt idéalisés, qui couplent la physique avec la biogéochimie, mais on ne connaît pas vraiment la réalité du système. C'est pour cela qu'on a l'idée de construire un gros projet international pour aller véritablement la mesurer avec 2, 3, peut-être 4 navires qui mesurent différents paramètres. Et l'ensemble de ces différents paramètres nous donnera la vision qu'on cherche. Avec tous ces moyens, on peut espérer obtenir cette vision 4D qui prend en compte la durée. Les tourbillons à méso-échelle ont des échelles de temps de l'ordre de 10 à 20 jours, alors que les turbulences à sub-méso-échelle ont une échelle de temps de l'ordre de la journée. De plus, l'orientation des filaments observés à sub-méso-échelle peut changer rapidement. L'observation et la compréhension de ces structures fines représentent donc un réel défi. En fonction de ce que nous disent les satellites sur la position des tourbillons, quelles sont les régions où le champ de déformation est plutôt dans telle direction ou dans telle autre direction, on ajuste la stratégie d'échantillonnage à 1 jour, 2 jours près aux structures que l'on veut essayer de mesurer. Aujourd'hui, pour chercher d'avoir de la sous-méso-échelle, il faut aller à des mailles horizontales qui ont une taille inférieure au kilomètre. Donc 200 mètres, 100-200 mètres, normalement ça serait l'idéal. Mais bon, un océan à cette taille-là,
c'est impossible aujourd'hui. La meilleure connaissance des turbulences de l'océan à petite échelle va contribuer à l'amélioration des modèles de prévision de changement climatique. Il y a différentes stratégies au niveau mondial, mais en général, la plupart n'est résolue pas, même pas les tourbillons dans l'océan, et non plus donc l'interaction de ces structures avec l'atmosphère. Même si l'échelle des tourbillons n'est pas prise en compte dans le prochain rapport du GIEC, cela ne change rien aux tendances globales qui restent correctes. Aujourd'hui, quelques modèles climatiques sont construits sur une résolution de l'océan plus importante, et les scientifiques commencent à travailler sur la régionalisation du changement climatique. Les modèles de circulation océanique sont également utilisés dans le cadre de suivi de pollution pétrolière. Suite à l'incendie de la plateforme Deepwater Horizon, les calculs de dispersion des nappes de pétrole ont été effectués à partir de données altimétriques provenant des satellites. Et il est apparu que les prévisions de dispersion étaient relativement exactes, mais elles avaient des échelles de temps beaucoup plus longues, c'est-à-dire que ce qui était mesuré en temps réel allait beaucoup plus vite en fait. L'évolution des altimètres permettra d'obtenir des prévisions beaucoup plus fines dans l'avenir. Pour des catastrophes comme celle de Fukushima, où il y avait un rejet radioactif dans le Pacifique Nord, ces petites échelles expliquent le fait que la dispersion qui a été trouvée en faisant des mesures est beaucoup plus importante que celle qui a été obtenue en faisant des simulations qui ne prenaient en compte que ces tourbillons mésoéchelles. Ces recherches sur la dynamique océanique et ses impacts sur le climat et les écosystèmes sont menées par des équipes pluridisciplinaires et internationales. Ce sont des recherches qu'on ne peut faire qu'en collaboration, pour plusieurs raisons. D'abord, une collaboration au niveau thématique, c'est-à-dire que ce sont des recherches qui sont vraiment très interdisciplinaires et donc on a besoin de collaborer avec des chercheurs qui s'y connaissent dans chacun des sous-domaines d'études. On a besoin de travailler entre numériciens, entre physiciens, entre thermodynamiciens, biologistes, des gens qui savent travailler sur les modèles, des gens qui savent faire des observations en mer, des gens qui savent faire des observations biologiques. Et puis ensuite, on a besoin de collaboration au niveau national et au niveau international. Je pense que c'est vraiment une partie très importante de notre travail, c'est d'établir et de maintenir ces collaborations. L'Europelmer a été mon incitateur parce qu'il a permis de de focaliser des recherches d'équipes interdisciplinaires sur, d'une part, les petites échelles océaniques et d'un autre côté sur la vulnérabilité au changement global du système marin.